Bonjour, bonjour, merci. Alors, petit contexte général pour vous donner un petit peu l'état de la question en termes des cancers. Première cause de décès, le cancer dans les pays industrialisés. Annuellement au Québec, selon les estimés de la Société canadienne du cancer en 2012, 20 000 décès prévus, 47 600 nouveaux cas annuellement au Québec. Probabilité de développer un cancer vie entière est de l'ordre d'à peu près 40-45 pour l'ensemble du Canada, y compris au Québec. Probabilité de décéder suite à un cancer à peu près entre 25-30 une estimation de la proportion des cancers d'origine professionnelle, ça varie selon les gens qui font les études, mais je dirais que l'estimé minimal est à peu près 4 au Québec, ça se traduirait en environ 800 décès, 1900 nouveaux cas annuellement. Bon, les cancérogènes, il y a plusieurs classifications des cancérogènes qui existent. Nous, on est parti pour ce projet-là en particulier de la liste qui était dans le règlement, bien sûr, des cancérogènes démontrés chez l'humain ou l'animal et soupçonnés chez l'humain. On a aussi travaillé à partir des cancérogènes avérés ou démontrés du CIRC, du Centre international de recherche sur le cancer, ou IARC, les gens connaissent plus souvent l'acronyme anglais. Donc, soit encore avéré ou probable. Et on a aussi regardé, à partir de ces listes-là, on a regardé aussi les autres cancérogènes dans d'autres sources, mais ça revenait à peu près toujours aux mêmes cancérogènes pour lesquels il y avait assez de preuves, donc qui étaient cancérogènes démontrés ou cancérogènes probables. Donc, les sources d'exposition qu'on a utilisées, on a cherché, ce qu'on voulait, c'était essayer d'établir ce portrait-là de façon la plus rapide possible. Alors, on a regardé plusieurs sources de données. On a regardé d'abord les analyses à laboratoire de l'IRSST, bien sûr, tous les projets spéciaux qui ont été menés à l'IRSST pour une des substances ou un des cancérogènes qui nous intéressait. On a regardé aussi pour deux expositions les données de l'enquête sociale et de santé qui a été faite en 1998. Il y a une enquête qui vient d'être terminée, vient d'être publiée, mais l'enquête québécoise sur la santé des populations, mais les résultats n'étaient pas disponibles au moment où on a fait l'analyse. Il y a aussi le rapport annuel de Santé Canada pour les gens qui portent des moniteurs des dosimètres d'exposition aux rayons ionisants. Le projet CAREX Canada, qui est, CAREX pour Carcinogen Exposure, qui est un projet d'estimation de l'exposition mené en Colombie-Britannique par l'Université de Colombie-Britannique et qui est basé sur des revues de littérature, des jugements d'experts et aussi certaines données publiées d'exposition. Il y a aussi pour quelques cancérogènes, on est allé chercher des données, soit dans l'enquête française SUMER, qui est une enquête auprès des médecins du travail, pour lesquels on demande si les travailleurs qu'ils supervisent, ou en fait dont ils sont responsables, sont exposés à des cancérogènes ou étaient exposés à des cancérogènes dans le mois précédent le questionnaire. Et il y a des matrices emploi-exposition aussi qui sont développées par l'Institut de veille sanitaire en France, pour lesquelles on a utilisé un petit peu de données. Donc, finalement, en regardant toutes ces sources de données-là et la liste des cancérogènes, on a réussi à avoir des estimés quand même assez rapidement pour 38 cancérogènes. Alors, quels sont les résultats? Les substances ou circonstances auxquelles plus de 10 000 travailleurs québécois seraient exposés sont les suivantes. Donc, ce qui ressort, rayonnement solaire, pour vous donner un indice de grosseur, c'est environ 6,6 des travailleurs québécois, avec les estimations puis les données qu'on avait, qui seraient exposés, ce qui donne 230 000 travailleurs. Alors, vous voyez quels sont ceux pour lesquels il y a le plus d'exposition. Donc, travail de nuit, diesel. Ce que je vous présente ici, pour les 10 substances les plus fréquemment, où il y a le plus de travailleurs exposés, je vous présente quels sont les sites de cancer qu'on observe, soit avec des preuves suffisantes chez l'humain ou avec des preuves limitées chez l'humain. Alors, le rayonnement solaire, ça, c'est tout le monde qui connaît ça à peu près. Donc, cancer de la peau, connu. Cancer de l'œil, carcinome, mélanome, des données limitées chez l'humain. Donc, il y a un soupçon. Travail de nuit qui a intrigué bien des gens, c'est travail de nuit qui amène une perturbation du rythme circadien. Alors, ça, c'est associé avec des preuves limitées à une augmentation de cancer du sein chez la femme. Par contre, comme il y avait quand même des données animales intéressantes et des données de mécanismes intéressants à ce sujet-là. Gaz d'échappement diesel, qui va faire l'objet d'une réévaluation bientôt par le CIRC, preuve limitée, poumons et vessie.
Poussière de bois, cavité nasale, sinus nasopharynx, connu avec des preuves suffisantes. Et les hydrocarbures aromatiques polycycliques, poumons, vessie, connus, probablement d'autres sites aussi. Maintenant, si on regarde pour les mêmes substances, les secteurs industriels les plus concernés, bien, il n'y a personne qui va être très surpris de voir que pour le rayonnement solaire, il y a presque 60% des travailleurs de l'agriculture ou de la construction qui sont exposés au rayonnement solaire. Alors, les pourcentages que vous voyez ici sont la proportion des travailleurs de ces secteurs-là qui sont exposés à l'agent ici. Alors, travail de nuit, bien, on connaît soins de santé, transport, entreposage, hébergement, art et spectacle, services publics. Gaz d'échappement diesel, c'est tout ce qui traite, tout ce qui utilise, bien sûr, le diesel comme source d'énergie. Automatiquement, tout ce qui est dans le transport. Poussière de bois, bien sûr, construction, fabrication de produits en bois, meubles. Les HAP, hébergement, restauration, on fait référence plus à la friture en milieu de restauration, de cuisine, donc. Première transformation des métaux aussi. Maintenant, benzène, le benzène est associé vraiment de façon connue depuis longtemps à la leucémie. Il y a des preuves limitées pour d'autres types de leucémie ou d'autres cancers hématopoïétiques aussi. Silice quartz pour le poumon, c'est connu aussi. Plomb, composé inorganique de plomb, c'est un 2A. Ça veut dire que c'est un cancérogène probable chez l'humain. Ça n'est pas encore un cancérogène certain pour l'humain. Pour le cancer de l'estomac. Rayonnement UV artificiel, peau et œil. Encore avec des preuves limitées cette fois-ci, et les huiles minérales non ou peu raffinées, cancer de peau, puis possiblement d'autres avec des brouillards, mais ça, c'est un petit peu moins certain. Et les secteurs industriels impliqués, ça non plus, je pense que vous n'aurez pas beaucoup de questionnements à ce sujet-là. Je veux juste préciser que ce qu'on appelle services, sauf les administrations publiques ici, ça comprend tout ce qui est réparation et entretien, par exemple de véhicules automobiles, ce qui fait qu'automatiquement, le benzène qui se trouve, semble-t-il, dans l'essence au Canada à peu près à 0,8% en volume. Donc, il en reste encore un petit peu de benzène, même si on a diminué de beaucoup les concentrations. Alors, dans ces secteurs-là, pour le silice quartz, non plus, il n'y a pas beaucoup de nouveautés ici. Donc, extraction minière, construction, bien sûr, produits minéraux non métalliques. Plomb, composé inorganique, tout ce qui est métallique, utilisation de métal, recyclage aussi de métal. Rayonnement UV artificiel, fabrication de produits métalliques encore beaucoup associés au soudage, associés aussi au développement de photos, associés aussi à l'imprimerie, entre autres. Huile minérale non ou peu raffinée, encore fabrication, on parle d'huile de coupe, mais on parle aussi d'huile de coffrage, huile mécanique. On a ensuite regardé les expositions multiples. Nous, on a été obligés d'estimer l'exposition un cancérogène à la fois. Malheureusement, on n'avait pas les données pour savoir si dans un secteur, par exemple la construction, un travailleur était, on le sait de façon empirique que dans certains milieux de travail, le travailleur est exposé à plus qu'un cancérogène. Mais dans ce cas-ci, nos indications de nombre de travailleurs sont indépendants les uns des autres par agent. Alors, ce qu'on remarque ici, si on regarde les grands secteurs industriels, il y a plusieurs secteurs où il y a plus que 25 cancérogènes qui ont été répertoriés dans ce secteur-là. Comme je disais, ça ne veut pas dire que les travailleurs sont exposés aux 25 en même temps. Si on fait le focus maintenant sur la fabrication, donc on va vers les expositions multiples selon les secteurs manufacturiers, on voit justement qu'il y en a beaucoup de secteurs manufacturiers où on a plus de 25 expositions à plus de 25 composés cancérogènes. Vous ne serez probablement pas surpris de voir fabrication de produits minéraux non métalliques, matériel de transport, tout ce qui est utilisation de métal, fabrication de produits chimiques aussi, fabrication de papier. Donc, en résumé, beaucoup de secteurs, plusieurs secteurs avec des expositions multiples à des cancérogènes. On a regardé aussi les jeunes travailleurs, à quoi ils étaient exposés, dans quel secteur d'activité économique. Bon, jeunes travailleurs, on pense bien sûr ceux qui font du travail d'été, mais il y a beaucoup de travailleurs jeunes qui commencent leur carrière dans ces secteurs-là. Ce qu'on a listé ici, c'est les secteurs avec le plus de personnes, non pas nécessairement. Il y a d'autres secteurs aussi où il y en a plus, puis on a pris des secteurs assez précis. Vous voyez ici la liste des cancérogènes potentiels. Donc, on se rend compte il peut y avoir finalement plusieurs jeunes qui sont exposés à des cancérogènes en milieu de travail. Et c'est particulièrement important parce qu'un organisme jeune a plus de cellules en développement et donc est plus susceptible aux erreurs et aux effets finalement des cancérogènes qui seraient des effets soit mutagènes ou toxiques à un autre niveau. En résumé, il y a peu de données qui sont disponibles facilement, puis il y a peu de données, je dirais, très solides qui sont disponibles facilement.
C'est vrai pour tous les pays, puis ça, on en a discuté avec plusieurs personnes qui ont fait l'exercice d'essayer d'estimer l'exposition à des substances cancérogènes. Donc, les données existent, mais c'est difficile et c'est long de les compiler. Les proportions d'exposition que nous, on a obtenues pour les cancérogènes, pour l'instant, sont comparables aux données internationales. Alors ici, ce que je montre, c'est la comparaison. Ici, ce que vous avez ici, c'est ce que nous, on a trouvé pour les différentes substances en pourcentage. Et ça, ce sont les données de différents pays de l'Union européenne. Alors, vous voyez qu'en général, on se trouve à peu près dans les pourcentages qui ont été, ou les proportions qui ont été retrouvées dans des pays, disons, avec une économie relativement semblable, en termes très grossiers, là, à la nôtre. Ici, on remarque que pour le travail de nuit, l'estimation est plus faible. On pense qu'il y a eu un problème avec la source de données qu'on a utilisée. C'est-à-dire qu'on sous-estime un petit peu la proportion de travailleurs exposés à un travail de nuit. Et pour les autres cancérogènes, vous voyez que c'est quand même relativement comparable. Il y a les huiles minérales qui sont un petit peu plus faibles. Bon, ça s'explique en partie par l'utilisation différente des huiles de coupe, entre autres, en Europe, puis ici. Alors donc, plus de 50 000 travailleurs exposés au rayonnement solaire, au travail de nuit, gaz d'échappement diesel, aux poussières de bois, au HAP, benzène et silice. Des secteurs d'activité avec plus de 25 cancérogènes répertoriés dans le même secteur d'activité, donc une possibilité d'exposition multiple importante. Comme je mentionnais, les secteurs de fabrication, matériel de transport, produits minéraux non métalliques, c'est-à-dire produits chimiques, papier, dans la construction, dans les services publics, les services professionnels, scientifiques et techniques aussi. Les jeunes travailleurs sont exposés dans certains secteurs d'activité avec des expositions multiples. Ça, c'est pas tout à fait dans le tableau que je vous ai présenté, mais on voit avec les entrepreneurs spécialisés, fabrication d'aliments, fabrication de produits en bois aussi, services professionnels, scientifiques, techniques. Ce sont tous des endroits où les gens sont exposés à des expositions multiples à des cancérogènes et où il y a des jeunes travailleurs en proportion plus importante que pour l'ensemble des secteurs d'activité. Les femmes sont plus exposées dans les secteurs de soins et d'assistance sociale. Puis il y a plus d'hommes exposés. Quand je disais plus exposés, c'est en nombre et en proportion, pas nécessairement en intensité. Et en nombre et proportion, les hommes sont plus exposés à agriculture, foresterie, pêche et chasse, extraction minière, pétrole et gaz, construction, fabrication, transport et entreposage. Maintenant, je vous disais que on a estimé, c'est-à-dire les nombres, une substance à la fois. Quand on veut essayer de savoir quelle serait la proportion de Québécois finalement exposés ou de travailleurs québécois exposés, si on utilise des données externes, c'est-à-dire il y a des données d'enquête comme celle de Sumer dont je vous parlais tout à l'heure, où on pose des questions à des médecins du travail qui vérifient avec les travailleurs directement dans le milieu de travail, les estimés sont entre 13 et 25 %. Pour Sumer, c'est à peu près 13,5 %. Donc, c'est dans cet ordre de grandeur-là. Quand on traduit ça en chiffres de 13 à 25 %, ça voudrait dire qu'entre 500 000 et possiblement jusqu'à 1 million. Mais je pense que l'estimé de 25 % incluait le tabagisme passif en milieu de travail, ce qui n'est plus le cas pour chez nous ici. Alors, même si on regarde le 13 %, ça veut dire qu'à peu près plus de 500 000 travailleurs québécois seraient exposés maintenant, cette année, disons, ou de ces temps-ci, à des cancérogènes en milieu de travail. Alors, il y a des limites. Sources multiples de données, c'est une des limites, mais ça peut être une force aussi, je vais vous en reparler. C'est une limite dans le sens où, à un moment donné, on ne sait plus laquelle choisir. On a privilégié dans ce projet-ci les sources de données québécoises. Quand on n'en avait pas pour une substance de source québécoise, on prenait la source canadienne. Puis si on n'avait pas la source canadienne, bien, on allait en France. Ça peut être problématique parce que dans certains cas, on avait des données assez différentes entre les différentes sources. Mais on a quand même privilégié, comme je vous disais, toujours systématiquement de la même façon. L'exposition est quand même définie grossièrement. C'est-à-dire que dans un cas, il fallait que ce soit une exposition, par exemple, plus de 20 % de la norme. Dans d'autres cas, c'était présence-absence. Dans d'autres cas, c'était plus que le niveau de base dans la population générale. Alors, les niveaux donc d'évaluation, de mesure sont très, très différents d'une substance à l'autre. C'est une compilation qui est non exhaustive, c'est-à-dire que pas tous les secteurs d'activité ont été estimés, parce que pour les petits secteurs, la fiabilité des données n'était pas assez forte. Alors, on a eu tendance, quand les secteurs d'activité ne comportaient pas suffisamment de travailleurs, à ne pas les compter. Et on a aussi estimé les estimations conservatrices. C'est-à-dire que lorsqu'on avait dans un secteur d'activité plusieurs pourcentages disponibles, puis j'ai déjà pris comme exemple, en thanatologie, il y a les directeurs de funérailles et il y a les thanatologues.
ils entrent dans le même secteur d'activité. Alors, on prenait l'exposition des directeurs plutôt que des thanatologues, parce que les thanatologues seraient surestimés, par exemple, l'exposition au formaldéhyde. Alors, ce que ça donne comme inconvénient, c'est une sous-estimation du nombre de travailleurs présentement exposés et une espèce de négligence, comme je disais, des secteurs avec moins de travailleurs. Il y a quand même des forces. D'abord, c'est des données existantes qui sont disponibles rapidement, dont la qualité est bien documentée quand même. Alors, on connaît les limites des données. Ça, c'est intéressant. Il y a des sources multiples. Alors, ça, c'est intéressant parce que ça nous permet de valider nos résultats par confrontation entre différents pays, dans certains cas. Et il est facile d'ajouter des cancérogènes. Par exemple, il y a une dizaine de cancérogènes supplémentaires qui viennent d'être évalués par Carex Canada. Alors, c'est dans nos plans, entre autres, d'étudier ces nouveaux cancérogènes-là en les ajoutant à la base de données. Et c'est une méthodologie qui a été utilisée par d'autres pays, alors c'est quand même comparable d'un pays à l'autre. Ça, c'est quand même un aspect intéressant. Alors, les suites à donner la priorisation, c'est un exercice difficile. Comme vous avez vu, beaucoup de secteurs, beaucoup de substances, circonstances, plusieurs travailleurs. Parmi les critères à utiliser, justement, l'âge des travailleurs, il y a des expositions multiples, il y a des dépassements de normes aussi qui peuvent servir à prioriser. Il y a, dans certains cas, la létalité des cancers, mais ça, il faut faire attention parce que, bon, on sait qu'il y a des cancers comme le poumon, plèvre, etc., qui sont beaucoup plus létaux à court terme que d'autres types de cancers, à court terme ou même à long terme, que d'autres types de cancers, mais la morbidité peut être importante et amener beaucoup d'arrêts de travail puis de traitements à l'extérieur du travail. Alors, on est en train de préparer une programmation pour essayer de répondre aux autres questions qui nous viennent quand on a un problème à étudier, c'est-à-dire qui, quoi, où, etc. Alors, merci de votre attention.